Quand on est autiste, on expérimente très souvent la visibilité de notre ou de nos handicaps d'une façon assez particulière. Quand on est enfant, tous les autres enfants voient très bien qu'on est différent ou différent. Les enfants s'en servent d'ailleurs de cette visibilité pour exclure, pour moquer, pour frapper même parfois. Notre différence, elle est à ce moment-là parfaitement lisible. Et puis on grandit et quelque chose semble basculer. D'un coup, quand on commence à dire qu'on est autiste à d'autres adultes, on nous répond que c'est n'importe quoi. On est parfaitement normal, qu'on n'a même pas l'air autiste et que de toute façon c'est un diagnostic à la mode. Mais alors comment ce qui était visible à 6 ans est devenu invisible à 30 ans? Spontanément, moi, je me dis que si la visibilité d'un handicap peut apparaître et disparaître selon l'âge de la personne qui regarde, selon le contexte, selon ce que le regard en question cherche, alors c'est que la visibilité n'est pas une propriété du corps de la personne handicapée, mais c'est une propriété du regard qu'on pose dessus. Et pourtant, il existe aujourd'hui un concept qui occupe une place considérable dans les discussions sur le handicap. Ce concept, c'est celui du handicap invisible. L'idée, c'est qu'il y aurait deux grandes catégories de handicap, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Et que ceux qu'on ne voit pas poseraient un problème spécifique, peut-être même plus grave que les autres, parce que les personnes concernées ne seraient pas crues, pas reconnues et pas prises en charge. Et ça, c'est pas juste une idée qui circule dans les discours sur les réseaux. C'est un cadre qui structure des politiques publiques, des campagnes internationales, des dispositifs institutionnels concrets. Un de ces mouvements les plus visibles et les plus remarqués ces dernières années, c'est celui du Sunflower Lanyard. En 2016, l'aéroport de Gatwick à Londres a créé un programme, le Sunflower Lanyard, ce qui veut dire le cordon tournesol. C'est un cordon qu'on porte autour du cou avec un motif de tournesol pour signaler discrètement au personnel qu'on a un handicap qu'il ne peut pas voir. Le programme a depuis été adopté par l'ensemble des compagnies ferroviaires britanniques, par des aéroports sur tous les continents, par des chaînes de supermarchés, par des banques, par des stades, et il a été inscrit jusque dans la loi brésilienne. Plus de 3 millions de cordons ont été distribués dans le monde. Le programme répertorie aujourd'hui plus de 900 handicaps différents et a fait du tournesol un symbole international de revendication et de lutte pour la reconnaissance des handicaps invisibles. Et le chiffre qui accompagne presque toujours ces campagnes, c'est 70 à 80% des handicaps sont invisibles. Vous l'avez probablement déjà lu ou entendu quelque part. Ce chiffre, il fonctionne d'une façon assez particulière. Parce que si 80% des handicaps sont invisibles, alors le vrai problème, celui qui reste à résoudre, il est là. Et les 20% restants, les handicaps qu'on voit, ils sont implicitement considérés comme réglés. Comme si le travail avait déjà été fait, et comme s'il ne restait plus qu'à s'occuper de ceux qu'on ne voit pas. Et là, certaines personnes vont me dire, Za, tu fais une fausse équivalence, c'est pas parce qu'on s'occupe des handicaps invisibles qu'on a arrêté de s'occuper des handicaps visibles. Les deux ne sont pas en compétition. Et alors moi, cet argument lui-même, même s'il est très centré sur les mots, et je trouve pas ça super intéressant, mais bon, je trouve que ça reste quand même un bon argument, donc d'accord. Mais pour vérifier, ça serait justement intéressant de voir du côté de Gatwick, du coup. Quand on lit les témoignages des passagers de cet aéroport, c'est pas un incident isolé qu'on retrouve, mais un motif qui se répète. En décembre 2024, 8 ans après le cordon tournesol, un père avec des problèmes de mobilité veut prendre l'avion. On ne lui propose rien, aucun fauteuil roulant n'est disponible pour lui. Il est forcé de suivre à pied sa femme qu'un agent pousse en fauteuil à toute vitesse. Ils n'arrivent pas à les suivre, et quand la famille proteste, un membre du personnel leur crie dessus et les menace de laisser les parents sur place. Fin décembre 2024, quelques jours plus tard, une passagère en fauteuil roulant est de retour de Gambie. Elle est installée dans une navette à l'extérieur à 4h30 du matin. Elle attend 45 minutes dans le froid, son corps se raidit, ses articulations se bloquent, parce que cette femme, elle souffre d'une arthrite et d'une spondylarthrite. Le personnel passe devant elle en poussant d'autres fauteuils, mais personne ne viendra la chercher. En janvier 2025, un couple arrive au terminal nord. On leur dit qu'il y a une pénurie de personnel et que ça irait plus vite s'ils prenaient la peine de marcher. La fille finit par récupérer un fauteuil roulant et pousse son père elle-même pendant que sa mère suit avec une canne et un genou fragile et douloureux. Au retour, rebelote, attente interminable, pas assez de fauteuils, ils finissent par se débrouiller tout seuls et se perdent dans l'aéroport. En octobre 2025, une famille arrive au terminal sud avec un père visiblement handicapé qui a de graves problèmes de mobilité. Dès le comptoir d'assistance, le personnel se moque de lui devant ses collègues. Une employée dit à voix haute « Il n'a même pas besoin d'assistance, il suffit de le regarder ». Quand la famille essaie de se reposer à 3h du matin, un agent vient les réveiller en disant que la zone est faite pour s'asseoir et pas pour dormir, alors que tous les autres passagers autour dorment. Le personnel qui a publié ce témoignage écrit « Ce n'était pas de l'aide, c'était du harcèlement et de la moquerie ». En novembre 2025, un homme et sa mère, tous les deux handicapés, sont déposés dans une zone de l'aéroport où il n'y a pas de toilette accessible au PMR, et où ils doivent donc attendre dans le froid pendant plus d'une heure. Sa mère a 79 ans, elle a une BPCO et est atteinte de démence. On leur suggère de prendre l'ascenseur, de remonter un couloir puis un autre pour trouver des toilettes. Encore une fois, on ne leur propose pas de fauteuil roulant. Quand ils demandent de l'aide, on lui répond que ce n'est pas le problème du personnel. Il écrit
on avait l'impression d'être une gêne. On parle ici d'un aéroport qui a eu les moyens, l'énergie et la vision nécessaires pour construire un programme mondial, qui revendique l'ambition de devenir l'aéroport le plus accessible du Royaume-Uni, mais qui, dans le même temps, n'arrivait pas à faire en sorte qu'une personne en fauteuil soit prise en charge dans des conditions qui sont vraiment le minimum de la dignité, et dans lequel le personnel formé à repérer un cordon tournesol se moque ouvertement d'un homme dont le handicap est pourtant parfaitement visible. Parce que le problème n'est pas un problème de visibilité, c'est un problème de validisme. Il n'y a pas un validisme spécifique dirigé vers les handicaps invisibles et un validisme spécifique dirigé vers les handicaps visibles. Il y a le validisme. Et c'est exactement le problème que le cadre du handicap invisible produit. Il déplace l'attention, il déplace les ressources, il déplace la réflexion. Comme s'il y avait un enjeu spécifique, un enjeu unique à résoudre les problèmes de certains profils, de certains handicaps. Dire ce que je suis en train de dire, ce n'est pas dire que les personnes qui portent le combat pour la reconnaissance des handicaps invisibles auraient de mauvaises intentions ou que le combat serait inutile, mais que le cadre lui-même contient une prémisse implicite. Le handicap visible, lui, c'est fait. Et puis pour bien mettre en lumière la façon dont cette catégorisation ne répond pas à la question, dont elle ne résout pas le problème, alors il faut se demander, est-ce qu'au moins ça fonctionne pour les handicaps invisibles? Est-ce que rendre visible l'invisible diminue la quantité de souffrance et le niveau d'exclusion qu'expérimentent les personnes? Et bah, toujours à Gatwick, en novembre 2025, une passagère autiste arrive avec sa mère qui a du mal à marcher. Elle porte le cordon tournesol, le cordon inventé par 7 aéroports, le dispositif censé signaler au personnel qu'elle a un handicap qu'il ne peut pas voir et qu'elle a besoin de soutien. Le personnel ne comprend pas ses besoins, ne comprend pas les besoins de sa mère, lui suggère d'enregistrer en soute le matériel médical qu'elle doit garder sur elle en permanence, et quand elle essaie d'expliquer, on lui répond « vous vous contredisez et vous vous ridiculisez ». Et ça devrait nous obliger à poser la question autrement. Si rendre visible un handicap invisible ne résout pas le problème, c'est que le problème, ça n'a jamais été la visibilité. Et ce n'est pas non plus le problème que cet aéroport veut résoudre en démarrant cette initiative. Le cordon tournesol, ce n'est pas seulement un outil d'aide, c'est avant ça et peut-être surtout un outil de communication institutionnelle. Distribuer 3 millions de cordons, c'est quantifiable, c'est photographiable, c'est communicable. On peut en faire un communiqué, une page, un site web ou un partenariat avec Lego. Faire en sorte qu'une personne en fauteuil roulant ne soit pas abandonnée dans le froid à 4 heures du matin, c'est moins photogénique. Et puis ça demande du personnel, des fauteuils, de l'organisation, des salaires. Le cordon rend visible l'effort de l'institution. Il ne rend pas visible la personne handicapée. Et c'est exactement la structure de ce qu'on appelle dans d'autres domaines le washing ou du performative allyship. On transforme un problème structurel en un problème de communication et on y répond par de la communication. La visibilité du handicap, le critère de visibilité ou d'invisibilité, ce sont des critères de communication. Et dire que le problème des personnes handicapées c'est un problème de communication de leurs besoins, c'est vraiment quelque chose qui me débecte. Je suis profondément persuadé que la visibilité ne résout rien. Je suis même persuadé que la question de la visibilité en soi comme domaine périphérique des luttes antivalidistes n'apporte rien de positif. Et avant de m'écrire un commentaire pour me dire que je suis insensible et que je n'ai pas pensé à telle ou telle difficulté qui existe dans les handicaps invisibles mais qui n'existe pas dans les handicaps visibles, posez-vous une question. Est-ce que vous êtes absolument sûr et certain que cette difficulté n'existe pas chez les personnes visiblement handicapées? Je parle de visibilité, et toi tu passes devant. Et une deuxième fois. La réalité, c'est qu'il y a quelque chose d'infiniment validiste et même fétichiste dans le souhait que son handicap soit visible. Et je vous promets que je dis ça sans aucun mépris pour les personnes qui l'expriment, parce que ce souhait, ce qu'il traduit, c'est une souffrance qui est réelle, la souffrance de ne pas être cru et de ne pas être pris ou prise au sérieux. Mais il faut quand même se demander ce qu'on souhaite réellement quand on souhaite ça. Est-ce que vous avez vraiment envie que des inconnus vous parlent comme ça dans la rue ? Est-ce qu'on a envie que des gens nous regardent fixement dans la rue? Est-ce qu'on a envie de ne plus jamais pouvoir rentrer quelque part sans que la première chose que les personnes perçoivent de nous, ce soit notre handicap? Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est la vie d'une personne qui a un handicap visible? Ce que vous souhaitez, en réalité, c'est pas la visibilité, c'est la légitimité. C'est le fait que nos besoins soient reconnus sans qu'on ait à les prouver. Et la confusion entre les deux, entre visibilité et légitimité, elle révèle que dans notre système, la seule façon d'avoir accès à des aménagements, c'est de passer par une preuve corporelle, que notre corps doit trahir quelque chose. Et si notre corps ne trahit rien, alors nos besoins n'existent pas.
Et en fait, la question, c'est la même que celle qui avait agacé ou vexé certaines personnes quand j'avais fait ma vidéo qui s'appelle «Le trauma est une neuroatypie». Plein de gens ont entendu dans cette vidéo un truc que je n'ai jamais dit, c'est-à-dire que ça n'aurait absolument aucun intérêt de distinguer trauma, autisme et TDAH. Et c'était absolument pas ça que je disais. La question, c'est pas de dire que l'autisme n'existe pas et que l'autisme ne vient pas avec ses besoins spécifiques, ou alors que le TDAH n'existe pas et qu'il n'y a pas de besoins spécifiques pour les personnes TDAH. C'est de dire que ces catégories sont des catégories palliatives. Elles pallient un manque de reconnaissance des besoins spécifiques de chacune et de chacun. Ce sont des catégories construites par des personnes valides pour légitimer l'existence des besoins de certaines personnes, à condition qu'elles soient passées par un parcours diagnostique officiel. Et bon, j'improvise ce truc-là, mais c'est pour ça que je vous dis que l'autodiag, c'est pas votre problème, parce que quand vous dites « Ah oui, mais plus il y a de gens qui sont autodiag, moins on prend au sérieux nos besoins », vous êtes en train de jouer exactement ce jeu-là. Vous êtes en train de jouer le jeu de « Je dois être légitimé pour que d'autres soient illégitimés ». Je suis en train de créer un parcours diagnostique officiel qui va faire en sorte que je puisse asseoir mes besoins de façon légitime et que les besoins des autres qui ne sont pas dans cette catégorie fermée que j'ai avec un certain nombre de critères diagnostiques hyper précis ne puissent pas avoir ce droit-là. Je veux sortir de la catégorie des gens qui ne sont pas légitimes dans leurs besoins, et pour sortir de cette catégorie, je passe par un truc institutionnel, et donc je défends l'institutionnalité de la représentation des besoins de chacun et de chacune. Quand les personnes autodiag rendent moins légitimes les besoins des personnes diagnostiquées, le problème derrière ça, c'est pas les personnes autodiag. Le problème derrière ça, c'est l'institution. C'est le fait que vous acceptez que ce soit légal de revendiquer vos besoins pour vous. Et le jour où vous allez capter qu'il y a des gens qui ont des besoins spécifiques et qui sont même pas nécessairement handicapés, vous allez péter un câble. Quand des personnes me parlent de leur syndrome de l'imposteur vis-à-vis du fait de se revendiquer autiste sans avoir eu de diagnostic officiel, je dis toujours deux choses. La première, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est déjà du validisme intériorisé. On a dans notre esprit une vision de ce qu'est une personne autiste, une vision qui est nourrie par la fiction, les médias et les discours ambiants, une vision validiste de l'autisme. Et quand on se regarde soi-même, eh ben, on finit par ne pas se reconnaître dans cette représentation-là. Il y a très peu de personnes autistes qui regardent Good Doctor ou qui regardent Rain Man et qui se disent « Ah ouais, c'est trop moi !» Et donc du coup, puisque c'est pas moi, je suis pas autiste. Et bon, j'improvise plein de trucs, mais c'est d'ailleurs pour ça que les dernières campagnes de sensibilisation pour l'autisme là du gouvernement sont absolument catastrophiques, parce qu'on vous représente des autistes génies qui connaissent toutes les dates par cœur, mais ça représente 5% des personnes autistes, maximum. Et donc du coup, vous voyez ça, vous dites, bon, ça confirme que je suis pas autiste, je suis pas comme ça, je connais pas les dates. Et la deuxième chose que je dis aux personnes qui me parlent de leur syndrome de l'imposteur vis-à-vis du diag officiel de l'autisme, etc., c'est que il y a bien un monde idéal dans lequel on n'a pas besoin des termes autisme, TDAH et consorts, dans lequel on peut juste dire à quelqu'un « j'ai besoin que tu fasses ça » ou « j'ai besoin que mon espace soit aménagé comme ça » et le dire de sorte à ce que la personne fasse en sorte, elle, que des réponses soient apportées à nos besoins. Mais on ne vit pas dans ce monde. Donc si autiste, c'est le mot magique qui te permet de revendiquer des besoins spécifiques et qu'on t'accompagne de la bonne façon, alors t'es légitime à dire que t'es autiste. Parce que c'est juste ça, ce mot. Et le cadre du handicap invisible reproduit exactement la logique de ce monde pas idéal, de ce monde dans lequel le handicap passe par le diagnostic. Le concept de handicap invisible ne dit pas du tout que tout le monde devrait avoir accès à du soutien en fonction de ses besoins. Il dit le problème, c'est que les gens ne voient pas votre handicap. Il localise le problème dans la capacité de l'autre à produire un regard, dans la perception, dans la visibilité. Et donc il propose une solution qui porte sur la visibilité. Un cordon, un symbole, une campagne de sensibilisation, un chiffre qui frappe, mais qui, moi, me paraît pas très sérieux dans ses méthodes, mais sauf qu'avec tout ça, on vient quand même de passer un bon moment à montrer que quand le handicap est parfaitement visible, les gens ne font rien non plus. Les gens n'arrêtent pas de le nier, les gens n'arrêtent pas d'être validistes, les gens n'arrêtent pas de vous mépriser. Et donc quand on rend visible un truc qui ne l'était pas, ou quand on apprend aux gens l'existence de choses qu'ils ne voyaient pas, les gens ne sont pas moins validistes. Le problème n'est pas dans le regard ou dans l'ignorance, il est dans ce que le système fait ou ne fait pas. Et je comprends qu'il soit plus simple d'accepter que les gens n'accèdent pas à vos demandes parce qu'ils ne voient pas vos handicaps. Mais je peux vous promettre que la réalité à accepter, elle est bien plus cruelle. Et c'est que on ne vous croirait pas. De toute façon, on ne vous croirait pas. Est-ce que vous saviez que la plupart des personnes en fauteuil roulant peuvent se lever de leur fauteuil et faire quelques pas ? Eh bien, si vous le saviez pas, c'est parce qu'elles ne veulent pas que vous le sachiez. Parce que si les gens le savaient, on remettrait en doute leur souffrance. Est-ce que vous saviez que la plupart des personnes en fauteuil roulant ne passent pas devant les autres dans la queue des supermarchés ? Et que l'argument principal qu'on leur opposait, c'est « Eh ben ça va, vous êtes assis, vous pouvez attendre ». Vous croyez vraiment que la réponse à ça, c'est d'expliquer aux personnes valides que le fauteuil n'est qu'un aménagement, qu'il ne règle pas la totalité des problèmes que les personnes UFR rencontrent ? J'en ai jamais parlé, probablement parce qu'on s'en fout, mais j'ai une arthrose aux deux genoux qui est extrêmement douloureuse. Je peux pas vous dire mieux, mon niveau de douleur seuil, le niveau de douleur normal que je ressens en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est
6 sur 10. On parlera un jour des notations de la douleur d'ailleurs, parce que c'est un peu de la merde aussi, mais bref, pendant 2 ans, j'avais une béquille avec moi en permanence. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté. Pas parce que j'avais moins mal, mais parce que la béquille me causait plus de tort que la douleur qu'elle soulageait. Parce que le regard des gens avait changé. Parce que d'un coup, j'étais traité différemment et que ce traitement différent, c'était pas de l'aide, c'était de la condescendance, de la pitié ou de l'évitement. Et même sans ça, juste les remarques constantes, les blagues, les suggestions, les conseils, tout ce qui me ramène au fait que je n'existe que à travers ça dans l'espace public. C'est tout ça qui a fait que j'ai choisi la douleur physique qui ne se voit pas, plutôt que ce que la visibilité de mon handicap produisait socialement. Parce que c'est pas souhaitable d'être visible. Ce qui est souhaitable, c'est qu'on puisse choisir quand on est visible et quand on ne l'est pas. Mon mari, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, il a toujours eu des handicaps invisibles. Le TDAH, l'autisme et j'en passe. Et lui aussi, il a souhaité à un moment avoir un handicap visible. Parce qu'il pensait qu'on le croirait enfin, qu'on arrêterait de lui demander de faire des efforts, de le gaslight, de le mépriser. Et aujourd'hui, il a le summum du handicap visible pour la société valide. Il est en fauteuil roulant. Il incarne physiquement le symbole universel pour dire handicapé. Et il s'est rendu compte d'à quel point c'est invivable. Pas le fauteuil, le regard, l'impossibilité de disparaître, l'impossibilité de ne pas être vu. Les gens qui lui parlent comme s'il avait 4 ans ou qui ne lui parlent juste pas du tout et qui s'adressent à moi pour lui transmettre des informations. Le fait de devoir se contrôler, se surveiller, surveiller ses gestes, voir le monde autour de lui bouger à toute vitesse de façon ultra performative quand il veut juste passer dans un couloir un peu étroit. La visibilité n'a rien résolu, elle a juste remplacé une forme de violence par une autre. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il ferait peut-être des posts Instagram à ce sujet-là, donc comme il en parlera mieux que moi et que de toute façon il faut le suivre, et bah vous pouvez le suivre, j'ai mis le lien de sa page Instagram en description. Au début de cette vidéo, je posais une question. Comment ce qui était visible à 6 ans est devenu invisible à 30 ans? La réponse, elle est assez simple. Ce qui a changé, c'est pas notre corps, c'est pas notre handicap. Ce qui a changé, c'est ce que le regard avait intérêt à voir. À 6 ans, les enfants voient la différence parce qu'ils cherchent qui exclure. À 30 ans, les adultes ne la voient pas parce qu'ils ont besoin de croire que la normalisation a fonctionné et qu'ils ont besoin de se rassurer dans leur comportement et dans la capacité qu'ils ont à s'adapter à d'autres personnes avec qui ils partagent leurs espaces sociaux. Et dans les deux cas, que la différence soit vue ou qu'elle ne le soit pas, personne ne fait rien pour nous. L'urgence, ça n'a jamais été la visibilité, parce que le vrai problème, c'est ce qu'une société fait des besoins des personnes une fois qu'elle en a eu connaissance. Et pour l'instant, ce qu'elle en fait, c'est pas grand-chose. Et donc quand je dis que le handicap visible n'existe pas, ce que je dis, ce n'est pas qu'il n'y a pas de handicap qui ne soit pas deviné dès le premier regard par une personne valide. Ce que je dis, c'est que la catégorie handicap invisible n'existe pas en tant que catégorie descriptive du réel. Il n'existe pas de handicap intrinsèquement invisible. Il existe des handicaps que certaines personnes, dans certains contextes, choisissent de ne pas voir. L'invisibilité n'est pas une propriété du handicap, c'est un acte du regard. Comme on l'a vu, le handicap d'un homme en fauteuil roulant peut être moqué par quelqu'un qui lui dit il suffit de le regarder dans un aéroport qui distribue des cordons pour les handicaps qu'on ne voit pas. Et une personne qui porte ce cordon est traitée exactement comme si elle ne le portait pas, voire même avec encore plus de violence. Parce que des fois, on a plus de chances d'obtenir ce qu'on veut en disant j'ai besoin que vous fassiez ça pour moi, qu'en disant j'ai besoin que vous fassiez ça pour moi parce que je suis autiste. Et même à l'inverse, si on prend en compte l'existence de ce regard dominant, les choix qu'il fait et les invisibilisations qu'il opère, alors il faut aussi dire que le handicap visible n'existe pas non plus. Dire qu'il y a des handicaps qui seraient visibles, c'est dire que l'appréciation du regard dominant est suffisante pour déterminer le niveau de difficulté qu'une personne doit subir dans sa vie quotidienne. C'est extrêmement prétentieux pour une personne de dire qu'elle peut voir le handicap d'une autre personne, ça n'est jamais vrai. Parce que voir une personne en fauteuil roulant, ce n'est pas voir son handicap, c'est voir un fauteuil roulant. On ne sait pas de quoi cette personne souffre, on ne sait même pas si elle souffre. On ne sait pas si elle a mal, on ne sait pas si elle a aussi un TDAH, une dépression, une douleur chronique, un brouillard mental, une hypersensibilité sensorielle, une cécité. On ne sait pas si elle peut se lever ou pas, on ne sait pas ce que le fauteuil règle, ce qu'il ne règle pas, on ne sait rien. On voit un objet et on se permet de dire que ce qu'on voit, c'est une vie, une expérience du monde précise. Voir une canne blanche, ce n'est pas voir le handicap de la personne qui la porte. C'est voir une canne blanche. Et décider à partir de cette canne qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir sur les besoins de cette personne, c'est exactement aussi violent que de décider qu'une personne qui n'a pas de canne n'a pas de besoin. C'est littéralement la même chose. La dichotomie visible-invisible ne décrit pas le réel, elle décrit la paresse du regard valide. Un regard qui voudrait des indices simples pour décider rapidement s'il doit s'adapter ou non et à quel point. Mais qui de toute façon finit dans les deux cas par décider que la réponse est non. Pas parce qu'il n'a pas vu, mais parce que de toute évidence, il n'a jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit de ce qu'il voyait.